Bienvenue à toutes et à tous sur Hurrats, l'émission féministe de M24. Le féminisme, comme je vous le dis depuis quelques semaines déjà, ça veut dire tout simplement davantage de droits, davantage d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme doit être au même titre qu'un homme considérée comme un individu à part entière, épouse ou célibataire, mère ou pas, une femme tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, de féminisme et de liberté. Et je reçois à ces sujets l'écrivaine Baha Trablsi. Baha Trablsi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bonjour Aïcha, comment ne pas l'accepter alors que c'est toi qui la portes et que tu es une des grandes figures féministes de ce pays. Par le biais de ton travail, et Femmes du Maroc, tu as donné de la visibilité aux femmes. Merci, Baha. On est là pour parler de toi. Oui, alors on va c'est juste une parenthèse. Voilà, ça sera, c'est une exception ou pas, non. On préfère se tutoyer puisqu'on se connaît depuis déjà de nombreuses années. Alors, je rappelle que tu es une écrivaine, tu es aussi une journaliste. Parmi tes ouvrages, donc Une femme tout simplement, auquel j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure, Une vie à trois, Slim, Les femmes et la mort, Parlez-moi d'amour, Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone en 2014, La chaise du concierge, prix littéraire Sofitel Tour Blanche, donc, que je montre à l'écran. Et puis là, souviens-toi qui tu es. Donc, vous êtes une romancière, tu es une romancière accomplie. Oh, je suis une petite romancière. Oui, mais pas que, puisque tu diriges aussi actuellement la collection Kaina des éditions La Croisée des Chemins, depuis 3 ans. Alors, quel est le sens de cette collection? Quelle est sa ligne éditoriale? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent? Est-ce qu'elles se sentent plus à l'aise avec une collection pareille? Alors, la collection Kaina est une collection de laquelle je suis très fière et qui marche très bien. Peut-être que pour comprendre, on va faire un petit point d'histoire. Les femmes ont eu des droits au XXe siècle seulement, et ça a commencé avec le droit de vote. Le droit de vote, à titre d'exemple, n'a été obtenu par les femmes qu'en 1945 en France, en 1963 au Maroc. En 1963, au même temps que l'Afghanistan et l'Iran. D'accord, qui ont quand même pas mal reculé depuis. Mais nous aussi. Et donc, il y a eu en fait un processus assez lent de cette évolution. Je rappelle au passage que le féminisme n'est pas propre à un genre. Il y a beaucoup d'hommes féministes. Tout à fait. Donc, mais bon, en ce qui nous concerne, nous, au Maroc, nous avons eu droit à tout ce qui s'est passé ailleurs, notamment à un système qu'on appelle le système des quotas. On peut trouver cette attitude débonnaire, accommodante, mais moi personnellement je suis pour toutes les portes ouvertes. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue, c'est en étant radical en rien. Il faut démarrer de toute façon. Et toujours sauter sur les opportunités. Et puis après ça, il y a eu la Constitution 2011, les changements de la Moudouena, la Constitution 2011 qui prône donc la parité. D'accord, mais donc tout ça, pour la collection, c'est pas fini. D'accord. Nous avons aussi traversé 10 ans, on a fait la traversée du désert. On a troqué Latifa Jbebdi par Bassem Haqaoui, on a parlé de culture propre. C'était quand même 10 années, on va dire que comme à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une société, il y a des régressions. En psychanalyse, c'est connu, les régressions. Donc les sociétés aussi ont leurs régressions. Eh bien aujourd'hui, enfin, on est plus optimiste. Nous sommes plus ouverts, plus optimistes, nous évoluons. Je pense que c'est le bon timing. Pour moi, c'était le bon timing pour créer une collection comme la collection Kaina, qui en fait est une collection... Qui veut dire j'existe, je suis Kaina. Oui. Oui. C'est un nom dirigeant. À travers tout ça, j'existe parce que pour qu'on se comprenne bien, ce ne sont pas les hommes, avec un petit H, ce ne sont pas les hommes qui ont été sur notre chemin, ce sont les sociétés.
Et les sociétés, elles ont un inconscient collectif, elles ont une histoire. Elles sont porteuses de tout ça. Donc les sociétés évoluent avec le timing qu'il faut. Et je crois que tout est une question d'adaptation. Ne dit-on pas que l'adaptation est le premier signe d'intelligence ? Tout à fait. Alors je pense que oui. Et la collection Keïna est une porte ouverte aux écrits de femmes pour leur visibilité et pour participer à leur devenir aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la collection Keïna est un ghetto ou quelque chose de Donc fermé. pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'homme qui a été publié. Pas pour le moment. Mais s'il fait un livre... Mais chez nous, chaque homme est une femme. Tout à fait. Voilà. On n'est pas femme, on le devient. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, tu viens de publier ton 7e roman. Qui a un titre assez amusant, Dialogue joyeux avec un mort. Oui. Un roman que j'ai personnellement beaucoup aimé. Franchement, je trouve qu'il y a une vraie qualité du sujet. On voit qu'il y a eu beaucoup de recherches. C'est un livre qui raconte le cheminement d'un questionnement aussi bien intime qu'universel, celui de la connaissance de soi, où on parle de magie, de rationalité, d'amour, d'aventure et fantastique, donc qui sont tous présents au sein de ce livre. Donc après La chaise du concierge, où tu nous as un petit peu étonnés parce que c'était pas dans tes habitudes, c'était un thriller. Donc là, on passe à une dystopie où la science-fiction et la magie s'entremêlent joyeusement, je dirais. Oui. Alors que signifie pourquoi vous insistez pourquoi tu insistes sur le chiffre 7 et ce choix ? Donc, pourquoi le choix de la dystopie mêlé à un peu d'irrationalité ? Alors, ce livre, je l'ai écrit pendant le confinement. D'accord. Pour moi, le confinement a été salutaire. En fait, il m'a permis de penser, de réfléchir, d'écrire, de faire énormément de choses. Et ce livre est venu donc s'inscrire dans cette période très borderline où on réfléchit sur le sens de sa vie, et aussi où on voit le bout, la mort. Et donc ces histoires de vie et de mort, en fait, qui sont à la base de tout, elles étaient un petit peu sublimées par cette période. Tout à fait. Donc je me suis amusée, réellement, après le thriller, qui était un genre à part aussi, à mélanger les genres. Ce livre mélange les genres. Il y a dedans de la littérature, de la fantaisie, tout à fait, de la dystopie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut, de mélanger les genres, à partir du moment où ça structure une histoire. Donc, en fait, je suis partie d'un personnage. Évidemment, le personnage s'appelle Inès. Est une jeune femme. Pourquoi évidemment Inès ? C'est un prénom qui doit... Parce que ça tombait sous le sens. Pour moi, c'est une histoire aussi d'identification, c'est une histoire de rapprochement, c'est un peu ça. Et donc Inès est une jeune femme de son temps, qui est donc très dans le contrôle de sa vie, dans les réseaux sociaux aussi, dans un travail qu'elle a choisi, un mari qu'elle a choisi, et une vie, et une forme de vie qu'elle a choisie. Tout est sous contrôle. Tout. Et un jour, cette jeune femme commence à entendre une voix qui lui parle. Elle panique et va chez le psy, parce que évidemment... Oui, voilà. On ferait la même chose. Oui, et donc, oui, complètement. Et donc elle essaye, parce qu'elle a toujours pris des décisions, en fait. Elle décide de faire fi de cette anecdote. Et c'était sans compter sur ce qui va arriver, puisqu'elle va faire un accident de voiture. Et cette fois-ci, elle va vivre une EMI, une expérience de la mort imminente. Et dans cette expérience de la mort imminente commence le voyage, en fait. Elle découvre l'après-vie. Et la lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel, tout le reste qu'on connaît, Voilà. et sur lequel il y a des millions de témoignages. En fait, le passage de l'irrationnel à la science est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, mais il ne faut pas non plus être des scientifiques intégristes. Je veux dire, à la base même de la science se trouve l'intuition, qui est irrationnelle. Tout à fait. Et sur le long terme, je pense que tout ce qui peut paraître magique aujourd'hui, un jour deviendra scientifique. Donc... oui, la science se base sur... Ce livre va un peu dans ce sens,
même si c'est un peu un délire philosophique où on parle de la vie, de la mort, de Dieu. Mais est-ce que c'est une expérience personnelle, Baha? On a l'impression un petit peu qu'il s'agit de toi ou que tu as vécu quelque chose de similaire. C'est sympa, parce que si c'est ça, ça veut dire que j'ai réussi. Ça veut dire que j'ai réussi mon truc. Mais est-ce que tu y crois aux univers parallèles? Est-ce que tu crois au voyage dans le temps, à cette magie, à cette interconnexion? Est-ce qu'à ce niveau de conscience, tout devient possible ou... Moi, je crois en la puissance de l'imagination et je crois en l'ouverture d'esprit et je crois aux symboles. Alors le 7, tu ne m'as pas répondu sur le chiffre. Je vais te répondre. Mais déjà les symboles. Le 7 est un symbole. Donc les symboles, les sept mythes... ciels, c'est les... Attends, je vais te dire. Les mythes, les légendes, les croyances, les chiffres, tout ça font partie aussi de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Le 7 est un chiffre sacré. Alors le 7 est un chiffre sacré dans toutes les religions. Par exemple, pour la religion hébraïque, le chandelier, ce qu'on appelle la menorah, a 7 branches. Chez les musulmans, il y a 7 tours tawaf à la Mecque. Oui. Chez les chrétiens, le monde a été créé en 7 jours. La Genèse est donc là. Et après, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de la gamme diatonique, les 7 merveilles du monde, les 7 chakras ou les 7 péchés capitaux. D'accord. Et nous avons le 7e roman de Baha. Et voilà. Sans aucune prétention. Non, moi, c'est juste je tiens quand même une référence au symbolisme. D'accord. Et donc, vous parlez aussi, tu parles dans ce livre donc beaucoup de Dieu, donc qui pour toi est amour et bienveillance. D'abord et avant tout. Et qu'il est présent en fait en chacun d'entre nous. Et qu'il nous a donné surtout le libre arbitre. Alors, qu'est-ce que le libre arbitre ? Eh bien, le libre arbitre, c'est quelque chose qui a provoqué des débats à la fois philosophiques et théologiques. À titre d'exemple, présente le libre arbitre comme une invention des théologiens pour rendre les hommes coupables devant Dieu et punissables par ceux qui se réclament de son autorité. Le libre arbitre, en fait, fait débat. Le libre arbitre, c'est ce qui s'oppose à la fatalité. Mais alors, je veux dire, ça tombe sous le sens. Comment peut-on être puni de choses prédestinées ? Tout à fait. Comment peut-on être jugé là-dessus ? En fait, le libre arbitre est le fondement même du choix religieux et le fondement même du lien à Dieu. Oui. Et il est de l'ordre de l'intime. Donc le libre arbitre, c'est ce qui va nous permettre de faire des choix. Moi, je compare le libre arbitre à un arbre de vie. On a le tronc, c'est-à-dire notre parcours, et les branches, c'est les différents choix qu'on fait. Et ces branches, on peut toute sa vie en changer, passer d'une branche à une autre et se rapprocher des lois divines, qui sont essentiellement donc l'amour et l'amour. D'accord. Alors, comme tu es féministe, ce n'est pas un scoop, je pense, si je l'affirme. Donc, je le dis et tu ne me contredis pas. Ah non, pas du tout. Tu ne me contredis pas, pardon. Non, non. Alors, tu dis aussi dans ce livre, parce que je trouvais pas mal de petits clins d'œil comme ça, très sympas, que les hommes se sont appropriés en fait les religions pour instaurer un système patriarcal et pour soumettre en fait les femmes. Or, d'après toi, toujours, il existe aussi le pouvoir du féminin sacré. Qu'est-ce que c'est que le féminin sacré ? Et comment renouer avec ce féminin sacré ? Alors, on va remonter à la nuit des temps, n'est-ce pas, pour parler de ça. Parce que quand je dis que les hommes, à travers les religions, se sont appropriés le pouvoir, je parle d'il y a très longtemps. La chasse aux sorcières en est un exemple. Ce cheminement s'est fait aussi à la force de la poigne des femmes qui ont participé au cours de l'histoire de l'humanité à toutes les guerres, les révolutions. Par exemple, au Maroc, elles ont participé à la résistance. On oublie de dire que les femmes ont été des résistantes. On oublie souvent les femmes. Oui, on les oublie. Même dans l'histoire. On les oublie. Mais elles ont bien été là. Et je veux dire, c'est parce qu'elles ont été là que leur statut évolue. Je veux dire, nous, au Maroc, la moudouana a évolué. Mais la moudouana a évolué. La Constitution de 2011
fait évoluer le statut des femmes. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est grâce à notre roi. Tout à fait. Qui est un homme. Oui. Donc, et qui a fait un arbitrage courageux. Oui. Donc je pense que oui, les femmes ont évolué avec à leur côté des hommes. Oui. Et le féminin sacré, alors vous savez qu'en psychanalyse, il y a le féminin et le masculin, le féminin étant plutôt la soumission et le masculin l'action, ou le féminin l'acceptation, au mieux. Oui. Alors dans la spiritualité, l'âme n'a pas de genre. Le féminin sacré est en les femmes, en les hommes. Le féminin sacré comme le masculin sacré sont multigenres. Donc le féminin sacré, c'est la spiritualité. C'est en fait le fait de s'épanouir, de se sentir libre, en pleine possession de son pouvoir, de ne pas se soucier des dictats ou autres, mais d'être plutôt tout simplement heureuse d'être femme, avec tout ce qu'il y a. Et tout le pouvoir qu'il y a. Tout le pouvoir qu'il y a aussi. Absolument. Voilà. Donc un homme aussi possède une énergie féminine qui est ce féminin sacré. Et en fait, c'est quelque chose. Le feu sacré, en fait, voilà. qui est en nous. C'est ça. Alors, tu es aussi militante au sein de la société civile, tu as participé à beaucoup de débats, beaucoup de causes, tu as pris part à un certain nombre de pétitions. Quelles sont les inégalités aujourd'hui qui te révoltent encore, quelles sont les causes qui te tiennent à cœur et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour y remédier, pour que cette minorité, parce qu'on ne va pas se mentir, nous sommes une minorité aujourd'hui, mais cette minorité a le droit de vivre au même titre que la majorité. D'ailleurs, c'est le propre même du mot démocratie. Et donc, que cette minorité soit acceptée, comme vous le dites si bien, ou vous avez paraphrasé quelqu'un, non pas tolérée, parce que c'est un mot qui, en soi, ne veut rien dire. On ne tolère pas quelqu'un, on l'accepte, on l'accueille. N'est-ce pas? Oui, c'est écrit dans ce livre. Tout à fait. Et en fait, le contexte, c'est qu'on est dans une école qui se trouve dans une cité perdue, et le professeur, c'est Voltaire. Et donc, il est en train d'enseigner, et Inès, donc le personnage, il parle de tolérance. Et j'ai l'extrait là. Elle lui répond « Je n'aime pas ce mot tolérance ». Il ne veut rien dire, et porte en lui une forme de condescendance arrogante et déplacée. Qui sommes-nous pour tolérer les autres? La tolérance marque la différenciation. Et ne sommes-nous pas là pour apprendre l'unité? J'ai toujours pensé qu'accueillir est un mot plus juste que tolérer. Je trouve aussi. Alors oui, évidemment. Alors, évidemment, quand tu me parles de liberté, je te parle de toutes les libertés individuelles. La liberté de conscience, la liberté d'orientation sexuelle, la liberté de penser, toutes les formes de liberté. Donc, moi, je serai toujours une militante pour les libertés, parce que je pense que c'est en ayant des libertés qu'on devient responsable. C'est pas en se conformant à des règles, parfois incongrues. Il n'y a qu'à regarder notre code pénal. Donc, l'article 222 ou l'article 400, je ne sais plus combien. 90. Voilà. Qui pénalise les relations sexuelles hors mariage, même pour les adultes majeurs et consentants. C'est ça. Donc, non, pourquoi je pense qu'une société qui mûrit est une société qui accorde ses libertés et qui permet réellement aux individus d'être des citoyens à part entière, responsables, en connaissance de cause de ce qu'ils possèdent. Mais ça doit venir de la société elle-même ou bien par un arsenal juridique? Non, encore une fois, c'est toujours un très long cheminement. Mais si on doit attendre que les mentalités évoluent, on y sera encore dans 20 ans, 30 ans. C'est clair. Que quelque part, c'est clair. C'est des lois, comme tu dis, qu'aujourd'hui, très peu de gens observent. En tout cas, l'article 490... Non, plus personne ne les observe. Voilà, donc c'est un petit peu pour rien ou pour pas grand-chose. Je veux dire, on est dans un clair-obscur. On est dans quelque chose qui, à la fois, est conceptuel et en même temps qui n'est pas usité, quoi. Donc, on est vraiment dans quelque chose...
qui n'a pas un vrai sens. Comment remédier à ces inégalités? C'est-à-dire, est-ce que ça doit passer par la loi ou est-ce que non, ça doit passer par la loi, oui, bien mais évidemment. Est-ce que la société civile doit jouer encore son rôle comme elle l'a fait pour la réforme du Code de la famille La société a joué un énorme rôle chez nous, au Maroc, et continue à le jouer. Oui. Parce que je te rappelle que l'héritage, le problème, l'histoire de l'héritage n'est pas encore résolue. Tout à fait. Mais justement, comme tu disais si bien tout à l'heure, ces 10 ans où on a un peu observé une espèce de statu quo, voire même un recul. Une régression. Une régression. Donc, où est la société civile? Et est-ce qu'elle a bon dos, cette société civile? C'est-à-dire qu'on compte toujours sur elle ou il faut continuer? Je pense qu'elle a bon dos, mais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se redéfinir. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on sortait d'un tunnel et puis qu'on voit de nouveau la lumière. Mais pour pouvoir agir de manière concrète et efficace, je crois qu'il faut se redéfinir. Alors moi, par rapport à la société civile, je crois surtout aux actions de terrain. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont efficaces, réelles. Accessoirement aux débats d'idées qui peuvent aboutir à de nouveaux concepts ou à une nouvelle façon de se redéfinir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le rôle de la société civile, aujourd'hui, et de travailler, encore une fois, sur ces deux thématiques. Donc monter au créneau, encore une fois, pour pouvoir faciliter une prise de décision. Ouais. Et je te rappelle, Aïcha, que la société civile, c'est majoritairement des femmes. Tout à fait. Oui. Heureusement. Et on a vraiment une société civile qui est extrêmement active. En tout cas, elle l'a été pour un grand nombre de réformes. Alors, tu viens d'être intronisé membre des Compagnons de Gutenberg. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'a fait comme sensation? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et j'ai regardé la liste des membres. Il y a quand même là une majorité d'hommes dans cette association. Confrérie, c'est ça? Oui. Écoute, je vais te répondre très simplement. En fait, c'est un honneur d'abord. Et puis, ça fait longtemps que je ne mesure plus des initiatives qui peuvent être positives. Au contraire, je les prends avec bonheur. Alors, les Compagnons de Gutenberg, en plus, s'occupent de culture et ont des valeurs de fraternité, d'ouverture, etc. Donc, c'est tout à fait les miennes. Et puis, si tu as bien regardé la liste des membres de Gutenberg, ce sont des hommes, certes, mais ce sont des hommes féministes comme nous, qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années, qui ont été à nos côtés, et qui nous ont supportés. Et puis, là, ils ont manifesté une réelle volonté d'adouber des femmes, puisqu'ils ont adoubé 4 femmes déjà à cette jeune 10e édition. D'accord. Et je pense qu'ils sont aussi ouverts à d'autres possibilités. Donc, pour moi, la confrérie Gutenberg est un honneur et j'espère que j'en serai digne. En tout cas, on salue au passage notre ami Khalil Hachimi. Qui est le président. Voilà, qui est le président. Et qui est un féministe. Et qui est le directeur général de la MAP et donc de M24 et de cette émission. Oui. Alors, ma dernière question, celle que je pose à tous mes invités, l'émission s'appelle Horat, qui signifie « nous sommes libres ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la liberté? Et est-ce que tu te sens comme un être libre? Alors, tu sais que la liberté commence par la pensée. La liberté est fantasmagorique, la liberté est un débat aussi philosophique. Tout à fait. Mais si je devais résumer ça, ce serait libre de penser, libre de faire des choix, libre de créer, libre de produire, libre d'écrire, libre d'imaginer, libre de disposer de son corps et de son âme, ce qui suppose libre de son orientation sexuelle, et aussi libre de croire ou pas en Dieu, ou à une religion, ou à une spiritualité, parce que c'est en étant libre de faire ses choix qu'on est responsable. Alors libre d'être mère célibataire ou pas. Enfin, libre. Il y a tout un débat. Attends, c'est pas fini. Libre d'être une femme à temps plein ou un homme comme un autre. Libre d'avoir une opinion politique et donc critiquer une autre. Libre d'aimer ou pas. Libre de contester face à l'injustice ou aux abus. Libre d'être force de proposition. Mais si tu devais retenir 2 ou 3 formes de liberté? Libre de le dire ou pas.
La liberté d'expression? Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre aux questions de Horat. Je sais que tu avais envie de dire beaucoup de choses encore, mais hélas, nous avons une émission qui ne dure que 26 minutes. Alors, notamment sur la science et l'irrationnel. Tout à fait. Tu avais commencé à l'aborder tout à l'heure en disant que l'irrationnel était en fait presque le fondement de la science. Oui. Et que c'est grâce à l'irrationnel qu'on progresse. En tout cas, la science part de l'intuition. Oui. Elle part d'une idée, et puis après, elle est démontrée. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la science est embryonnaire par rapport à l'échelle de l'humanité ou de l'histoire de l'humanité, et que je pense que le temps montrera que ce qu'on prenait parfois pour de la magie est une réalité scientifique. En tout cas, je l'espère, parce que ce que tu dis dans ce livre est très agréable. Je trouve ça très rassurant, justement. C'est une dystopie qui ne fait pas peur du tout. Hein. Donc, oui, ça, elle passe par des hauts et des bas. Oui, mais la fin est sympa. Donc, merci encore. Je rappelle donc que tu es journaliste, que tu es membre actif de la société civile, que tu es surtout écrivaine, que ce roman est ton 7e roman, donc Dialogue joyeux avec les morts. Donc, Avec un mort, pardon. Dialogue joyeux avec un mort, donc qui a été édité par la Croisée des Chemins. Donc, il vient juste de sortir et j'ai vraiment... Je voudrais juste rajouter un petit truc. Oui. La Croisée des Chemins, c'est Abdelkader Tnani, et je veux juste lui rendre hommage. D'abord, c'est un féministe. Hein. Ensuite, il a publié tous mes livres, aussi subversifs soient-ils. Souviens-toi, Une vie à 3. Tout à fait. Et c'était il y a très très longtemps. Oui. Voilà. On le salue au passage. Je le conseille, en tout cas. J'espère que les gens vont y rentrer. Ça se lit très facilement et très rapidement. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Voilà, merci encore, Beha. Merci, Aïcha. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir une prochaine fois avec un nouveau livre ou un nouveau scénario ou bien... Oui, il y en a déjà. Cas, voilà, il y a plein de projets qui sont sur le gris. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la voir ou la revoir sur nos réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24 et à la prochaine.